Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fond et c'est avec grand plaisir que je retrouve sur le plateau Brice Prunas, gérant chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Brice. Bonjour Laurent. Alors on sait, les fidèles des vidéos de Boursorama savent que quand vous venez nous rendre visite, c'est pour parler intelligence artificielle et de ce fonds, le fonds Odo BHF Artificial Intelligence, un fonds qui est lancé en 2018 et que vous co-gérez avec Maxence Radjabi. Brice, la dernière fois où on s'est parlé sur le sujet, c'était en septembre dernier, autant dire une éternité tant il s'est passé de choses dans le domaine de l'IA depuis. Allez, pour les investisseurs qui nous regardent et à qui le rythme de cette évolution pourrait d'ailleurs donner un petit peu le tournis, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous faire une synthèse rapide de ce qui s'est passé depuis que ChatGPT a fait irruption dans nos vies, c'était en novembre 2022, et qui fait, on peut le dire, désormais partie de la famille. Alors oui Laurent, les derniers modèles que nous avons, Grok 3, GPT-4o, DeepSeek R1, sont des modèles qui sont infiniment plus intelligents que les premiers modèles GPT qu'on avait fin 2022, début 2023. Ouais. En fait, vous connaissez la loi des progrès accélérés qui font que les progrès en technologie ne se font pas de manière linéaire, mais sous forme d'inflexion. Et l'inflexion, on est précisément en train d'en vivre une avec ces modèles de raisonnement. On va y revenir. Mais vous connaissez aussi le fait qu'on double tous les 6 mois en termes de flop, de floating point per operation, ce qui rend d'ailleurs le niveau auquel on est aujourd'hui assez insignifiant dans une optique de 3 ans. D'accord. Et donc, ce n'est que le début quand je vous écoute. Ce n'est que le début. Ouais. Et en fait, avec ces modèles de raisonnement qui décompose la chaîne de pensée où il y a un métamodèle qui raisonne comme un être humain, en fait, on rentre vraiment dans l'ère de la productivité liée à l'IA. On rentre dans l'ère de la substitution du facteur travail W par le facteur K capital. Et donc, repartons de ce principe qu'on est bien plus avancé qu'il y a 18 mois, qu'on double tous les 6 mois en termes de flop. Et donc, si vous voulez, pour moi, on est déjà aux confins de cette super intelligence, de l'artificial general intelligence, dont la définition d'ailleurs est assez brouillée, et à cet égard, on pourrait dire qu'on y est déjà. Il faut réaliser par exemple que les progrès qu'on fait à partir de maintenant ne sont presque plus faits par des humains, mais sont faits par des intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, il faut d'ores et déjà qu'on réfléchisse aux bénéfices pour l'humanité de ce tsunami. Bon, des bénéfices pour l'humanité, réels, on va en reparler, des modèles plus intelligents, vous l'avez dit, et ça va continuer à s'accélérer, mais peut-être aussi plus frugaux, plus économes en puissance de calcul. En tout cas, c'est ce qui a semblé ressortir de l'arrivée du chinois DeepSeek en ce début d'année, arrivée d'ailleurs qui a causé un bref mouvement de panique sur les marchés, ça s'est calmé assez rapidement. Au-delà de la volatilité boursière engendrée, quels enseignements vous en avez tiré, vous, Brice ? Alors pour moi, il y a 2 grands enseignements de DeepSeek. Le premier enseignement, il est géographique, géopolitique, c'est ce que j'appelle Sputnik 2.0. C'est le moment où les États-Unis réalisent que la Chine est là. La Chine est là et en réalité beaucoup plus proche que ce qu'ils pensaient initialement. Donc, entre parenthèses, l'Internet chinois redevient investissable en bourse, alors qu'il était honni et banni depuis 3 ans. La réplique des Américains à DeepSeek va passer par davantage de restrictions sur les puces de l'intelligence artificielle, va passer, on l'a déjà vu, avec des surinvestissements. On a vu l'annonce de Stargate à peu près au moment de DeepSeek, 500 milliards qui se rajoutent aux 340 milliards des hyperscalers. Et donc, un petit peu de prise de recul sur ce Sputnik 2.0, c'est toujours la même chose. Quand les États-Unis innovent, en réalité, les Chinois sont capables de copier assez vite et d'industrialiser au 10e du prix. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, en fait, c'est que DeepSeek, c'est un formidable accélérateur de la diffusion de l'intelligence artificielle. Parce que si c'est moins cher, on peut l'adopter plus facilement. Exactement. Et donc, derrière ce que vous dites, derrière ce moins cher, il faut creuser un petit peu les technologies qui ont été utilisées. La distillation. Je suis un modèle open source chinois, j'apprends d'un modèle préexistant américain, Llama, qui est aussi open source. Le mixture of experts, c'est-à-dire j'active quelques paramètres actifs sur un total de paramètres de modèle beaucoup plus élevé. Le reinforcement learning sans intervention humaine, ces technologies avaient déjà été utilisées une première fois par OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, par le français Mistral. Mais ce qu'ont fait les Chinois, parce que la contrainte est la mère de l'innovation, la contrainte ici c'est les puces NVIDIA, eh bien ils ont beaucoup plus accéléré le reinforcement learning par exemple et la distillation et le mixture of experts que le français Mistral par exemple. Donc il faut ici que je vous parle
de ce paradoxe de Djervons, qui est né au 19e siècle dans le charbon, où à mesure qu'une évolution technologique trouve son efficacité accrue par la technologie, en fait, la consommation de cette ressource, en 19e siècle, c'est le charbon, aujourd'hui, c'est l'IA, augmente au lieu de diminuer. Donc, en fait, ce sont tous les secteurs bénéficiaires de l'IA, où il y a beaucoup de données, vous vous en souvenez, la santé, les financières, qui se trouvent de facto favorisées. Et c'est ce qui s'est passé dans la semaine de DeepSeek, en fait, en bourse. Bon, alors ça, c'est plutôt au final une bonne nouvelle pour la diffusion et l'accélération de l'adoption de l'IA dans l'économie, sauf peut-être, vous allez me dire, ou pas, pour Nvidia, parce qu'on serait tenté de se dire qu'on n'a peut-être pas besoin de toutes ces puces Blackwell, c'est la dernière née, très chère que propose le groupe américain, même si, il faut le dire, quand on a vu ces résultats, les perspectives restent plutôt au beau fixe pour le moment. Alors, Laurent, vous avez raison, il y a un débat qui s'est installé sur Nvidia, qui a d'ailleurs créé quelques perturbations sur la valorisation d'Nvidia. Premier débat, c'est vous l'avez dit, finalement, pourquoi j'aurais besoin de toutes ces puces Nvidia si les Chinois arrivent à faire moins cher? En réalité, ce n'est pas si simple, mais disons que c'est le raccourci qui a fait le marché. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on a eu des rumeurs comme quoi Microsoft, un des gros clients d'Nvidia, annulerait certains projets. Oui, sur les data centers, finalement. Exactement, qui vont là où vont les puces Nvidia. Ça n'a jamais été vraiment confirmé. La troisième chose qui est cette fois factuelle, c'est que la marge brute de Nvidia a baissé de quelques points vers 70-71 au dernier trimestre pour remonter dans 2 trimestres. Voilà, tout ça, ce sont des faits. Moi, ici, je ne suis pas là pour avoir une recommandation boursière sur Nvidia. J'en profite pour rappeler à vos internautes qu'il est toujours risqué d'investir dans les sociétés technologiques, qu'elles soient américaines. Mais je veux juste rappeler quelques principes. Nvidia détient tout l'écosystème de l'intelligence artificielle, le semi-conducteur, les logiciels et le réseau. Donc, à cet égard, la bonne comparaison, c'est un peu Apple au milieu des années 2000 avec le smartphone. Ouais. Voilà, donc ça donne quand même beaucoup. Et pas juste les puces, quand je vous ai dit. C'est pas juste les puces, et si vous voulez, la problématique de Nvidia n'est pas sa concurrence, parce qu'à chaque génération de puces, elle accélère encore sur sa concurrence. La problématique de Nvidia, c'est sa capacité à augmenter la performance de X à chaque génération de produits Nvidia, et d'augmenter le prix de X moins Y, c'est-à-dire de rendre à ses clients une partie de l'augmentation de performance. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que quand ils ont publié Nvidia, quand les grands hyperscalers, les clients d'NVIDIA ont publié, ils ont dit finalement, on pourrait croître plus vite si on avait plus de puces NVIDIA. Il faut réaliser qu'il y a des startups aujourd'hui qui se créent autour des nouveaux modèles, qui ont besoin de puces. Il faut réaliser qu'il y a des États comme la France qui font des IA souveraines. Il faut réaliser qu'il y a des entreprises qui investissent. Et réaliser une dernière chose, c'est que les modèles dont je vous ai parlé au début de notre discussion, en réalité, pour les entraîner, on parle de post-training, ça demande beaucoup plus de puissance de calcul que les modèles d'il y a 18 mois. Et pour les utiliser, ce qu'on appelle l'inférence, ça demande beaucoup plus de puissance de calcul pour avoir une réponse complexe. Et on le voit quand on les utilise, ces modèles, que c'est plus tout à fait la même chose qu'il y a 18 mois. Donc, en fait, un petit peu de... relativiser un petit peu. Il y a un débat, mais il ne faudrait pas passer complètement dans les extrêmes. D'une extrême à l'autre. Bon, encore besoin de puissance de calcul, mais pour quelles prochaines étapes? On l'évoque souvent, cette révolution de l'IA qui a plusieurs étapes. Quelles sont pour vous peut-être les prochaines avancées de la révolution IA? Puis question essentielle aussi pour les investisseurs qui nous regardent, mais peut-être aussi tout simplement des êtres humains qui nous regardent. Faut-il s'en réjouir, s'en inquiéter? Un petit peu des deux. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que les bénéfices de l'IA excèdent les risques. On va commencer par les bénéfices. C'est bien déjà. Oui, on va commencer par les bénéfices. Le premier bénéfice, c'est la santé. Je vais vous prendre la santé du corps humain. Je vous prends un exemple. Le prix Nobel de chimie a été remis il y a 6 mois à Demis Hassabis, fondateur de DeepMind, bras armé de Google en termes d'intelligence artificielle. Et en fait, ce prix Nobel, il a été remis pour AlphaFold, cette IA qui définit la structure des protéines. En fait, imaginez-vous qu'il aurait fallu une thèse de 2 ans d'un PhD pour définir la structure d'une seule protéine. Avec cette IA, c'est 200 millions de protéines dont on définit la structure. Et c'est la porte d'entrée, en fait, vers une médecine personnalisée. C'est la porte d'entrée vers une protéine à qui on va demander tu me fais A, B et C, et donc tu me règles cette maladie rare, cette maladie infectieuse, cette maladie chronique. Si on combine cette structure des protéines avec du séquencement du génome et de la biologie synthétique, c'est aussi des perspectives assez intéressantes sur la longévité, l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc finalement, si je devais synthétiser tout ça sur ce premier point, ce premier bénéfice, c'est que nous pensons que
on va faire dans ce domaine, dans les 5 à 10 prochaines années, grâce à l'IA, grâce à la structure des protéines, des progrès dans le domaine médical qu'on aurait fait en 50 à 50 ans sans ces outils. Donc c'est assez considérable. Le deuxième exemple que je veux vous prendre, c'est dans le domaine scientifique. Je pense que grâce à cette IA, on va avoir une compréhension au niveau cellulaire du monde qui nous entoure. Par exemple, Microsoft Matergen permet aujourd'hui de designer des nouveaux matériaux avec de l'IA. Troisième exemple, dans le domaine sociétal. Il y a quand même des marqueurs des sociétés modernes qui sont très importants, comme la manière dont on gère nos aïeux, la manière dont on gère nos handicapés, la manière dont on gère nos enfants avec l'éducation. Et bien parce que nos modèles d'IA aujourd'hui sont multimodaux, parce qu'il y a des robots humanoïdes, on va pouvoir apporter des solutions dans tous ces domaines sociétaux qui me paraissent assez bénéfiques pour l'humanité. Enfin, dernière chose, on doit toujours lutter pour le développement économique, par exemple des pays d'Afrique, la pauvreté. Ici, on est en train de parler d'une réduction du coût marginal de l'intelligence qui tend vers zéro. Le langage de la connaissance devient le langage humain. Il est à la portée de tous sur un smartphone. Donc on va aussi homogénéiser la diffusion de la connaissance dans le monde. Donc c'est assez important. Ça, c'était pour les bénéfices. Maintenant, si je vous parle des risques, alors les risques, ils sont de deux natures pour moi. Il y en a plusieurs, mais je vais en parler que de deux. C'est des risques sociétaux et des risques géopolitiques de domination. Donc les risques sociétaux, c'est que finalement, à long terme, avec cette IA, on va vers une utopie d'abondance finalement. Et le risque, c'est qu'on peut se trouver privé de notre identité professionnelle. On peut tous au chômage, hein, c'est ce qu'on entend parfois. L'IA va tous nous mettre au chômage. Exactement, de ce que finalement Carl Gustav Jung appelait notre persona, c'est-à-dire quel est le docteur qui va se mettre en face d'une IA pour un diagnostic, quel est l'avocat qui va se mettre en face d'une IA sur l'interprétation d'une jurisprudence. Et donc, cette utopie d'abondance qui peut être très positive, il faut éviter qu'elle se meuve en dystopie. Et donc pour ça, il faut un petit peu regarder par exemple les sociétés primitives, les sociétés indigènes, avant que on rentre dans cette logique capitaliste d'arbitrage salaire contre travail, temps contre travail. Et bien finalement, on revenait à des basiques de passer du temps avec des gens qu'on aime, de persévérer dans notre être. Et finalement, comme nous le disait Emily Dickinson au XIXe siècle, vivre est si bouleversant que ça ne laisse pas beaucoup de place pour d'autres occupations. Ça va être un petit peu ça pour moi la frontière entre l'utopie d'abondance et la dystopie. Voilà. Sur cet aspect et sur l'autre que vous évoquiez éventuellement. Ah, merci, effectivement. Le deuxième aspect, c'est un risque géopolitique qui est temporaire de domination. Je dis bien temporaire. C'est peut-être celui-là d'ailleurs qui nous vient en ce moment dans le contexte plus immédiatement à l'esprit. Hein. Effectivement, vu l'état de la planète, en fait, si vous voulez, l'intelligence n'a pas de polarité. Si elle est appliquée au bien, elle va faire le bien. Si elle est appliquée au mal, elle va faire le mal. Donc tout l'enjeu de cette super intelligence, de cette artificial general intelligence dont on parlait un peu tout à l'heure, à laquelle on est peut-être déjà, c'est qu'elle tombe plutôt dans les mains, dans un premier temps, d'un régime démocratique que d'un régime autocratique. Et c'est le sens un peu du patron d'Anthropic, Dario Amodei, quand il vous dit on va mettre des restrictions sur les puces pour pas qu'elles aillent en Chine, par exemple. C'est le sens de Stargate pour s'assurer que les États-Unis ont cette super intelligence. Garde le leadership. Et exactement. Donc, encore une fois, ça serait un risque de domination qui serait temporaire si ça allait dans un régime autocratique. Pourquoi temporaire? Parce qu'in fine, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure sur le dilemme du prisonnier, le camp d'en face avance. Ça va se diffuser, quoi, quand ça se diffuse, et puis le camp d'en face avance très vite parce qu'il ne sait pas ce que fait l'adversaire. Et donc, finalement, on revit un peu la course spatiale quand je vous écoute, Brice. Hein. C'est un peu le même concept. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Mais in fine, voilà, comme on n'a pas le choix et que ça accélère et que les intelligences artificielles gagneront in fine, au stade ultime de l'intelligence, c'est le bien qui s'installe. Donc pas de scénario quand même. Catastrophe. Exactement. Bon, c'est bien, on s'est rassuré et puis on a vraiment pris du champ pour voir un petit peu comment tout là allait se passer, allait se séquencer. Une fois qu'on a dit tout ça, en tant qu'investisseur individuel, je vois tout ce potentiel qui reste à venir sur le moyen, sur le long terme. Mais je peux me demander ce qui est susceptible de soutenir la tendance, oui, parce que je suis aussi investisseur autour de l'IA à plus court terme. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est les agents IA? Est-ce que c'est les premiers gains de productivité effectifs dans les entreprises? Est-ce que c'est autre chose? Et puis vous, en tant que gérant de ce fonds Oddo BHF Artificial Intelligence, comment vous positionnez en ce moment justement sur cette avancée, sur cette accélération de l'IA? Alors, tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la conversation, c'est que finalement, le monde des 5 à 10 prochaines années va durablement changer. Et donc, en tant qu'investisseur, on peut être spectateur de ces changements profonds
de ce tsunami, ou alors en être acteur et être investi dans cette thématique, sur ce sujet-là. Nous, l'objectif de notre stratégie, c'est finalement de trouver des sociétés qui vont croître pendant longtemps, avec des marges brutes très élevées par rapport au reste du marché et des équipes de management exceptionnelles. Et en réalité, depuis un certain nombre de trimestres, on trouve beaucoup de ces idées dans le marché. Nous avons aujourd'hui 37 convictions, sur un total de valeur plus important, qui sont réparties sur 14 secteurs différents. Ça, c'est un symptôme de l'élargissement de la thématique de l'IA. Par exemple, l'énergie est rentrée dans la stratégie. Quand on parle d'IA, on a besoin d'énergie. Les financières se sont développées dans la stratégie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, l'extension, elle est aussi géographique. Je crois que c'est un sujet qui vous est cher, Laurent. C'est qu'en fait, la Chine est redevenue investissable. La Chine était bannie des stratégies. Aujourd'hui, avec DeepSeek, avec 3 ans de sous-performance, on revisite certains dossiers. Il y a une vraie compétition bipolaire. Donc, en fait, je terminerai peut-être en vous faisant une citation de William Gibson. En fait, le futur est déjà là, mais il est réparti de manière disparate. Et finalement, ce qu'on essaie de faire, l'objectif de ce qu'on essaie de faire, c'est de vous positionner la stratégie sur les segments de marché qui vont accélérer dans l'IA et donc finalement adresser cette disparité. Ben voilà, on termine même par un conseil lecture, hein, William Gibson, auteur culte de Neuromancien. Voilà, encore une fois, on a élevé notre niveau de jeu avec Brice afin de comprendre les enjeux fondamentaux autour de l'IA, mais aussi bien sûr les opportunités d'investissement offertes par ce mouvement tectonique avec ce fonds Odo BHF Artificial Intelligence. Merci beaucoup Brice. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.